Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 2 juin. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, on est en studio, depuis 4 jours. Absolument. Et on reçoit Laurent Bignolas. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Et d'être en studio. Service public. Voilà, service public. Je suis content de fêter ça avec vous. Voilà. Moi, je vais télécharger Covid-19, je vais voir si je bip à cause de vous. Même pas à mal. midi. Même pas mal. Je verrai. Bon, vous l'avez pas eu le Covid finalement? Mais non, jamais. Ouais, voilà, J'ai été confiné 2 fois, par précaution et par respect pour mes petits camarades. Ouais, parce que vous reveniez d'Italie, je me souviens. Un très beau carnaval de Venise, sans personne, avec que des masques, mais très belle ville. Ouais. Voilà, c'est un petit coup de folie, 3 jours, et puis en rentrant, ah ben non. Non, plus de boulot. Monsieur, vous ne pouvez pas rester là. On va en reparler avec vous. On sera à 10h30. On va parler télétravail. Vous allez nous raconter aussi comment vous avez télétravaillé, Laurent Bignolas. Et puis, Gilles, le zapping, évidemment. On va commencer avec les audiences. Vous avez regardé quelque chose à la télévision hier? Vous couchez très tôt, Laurent Bignolas? J'essaye, mais c'est compliqué avec le soleil qui lui-même met du temps à se coucher. Voilà, donc non, mais j'avais 2-3 choses à faire et des préparations d'émissions qui se sont un peu attardé, donc finalement j'ai foncé dans un bouquin sur 2 pages et demie et puis après vous êtes endormi, donc vous n'avez pas regardé, rien regardé du tout hier, mais écoutez, en tête c'était M6 avec le film Red, avec Red 2, avec Bruce Willis. Oui, je suis pas très au point sur les Red. Valérie, Red 1, Red 2, Red 3. Le retour. Voilà, le retour. 3 975 000 téléspectateurs, 18,2% de part d'audience pour M6, c'est un très bon score. TF1 moyen, plutôt moyen pour Babysitting, 3 541 000 téléspectateurs. France 2, c'était la série américaine Major Crime, que je n'ai pas regardée. Vous l'avez déjà regardée non plus. 2 684 000 téléspectateurs. Et puis la surprise, c'est non, c'est pas Arte, c'est France 5 avec Max et les Ferrailleurs. Michel Piccoli, Romy Schneider. Évidemment, 1 807 000 téléspectateurs, 200 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. C'est vrai qu'on a besoin de, peut-être, je sais pas, de nostalgie, non? Vous avez regardé les films de l'après-midi? Oui, de temps en temps, mais j'avais du boulot dehors, donc peu, mais j'étais étonné par cette programmation et qui en fait a fait du bien parce que je crois que comme chacun a changé de rythme dans sa vie, pareil, il avait peut-être moins soif de nouveautés et plus besoin de se replier sur une des valeurs sûres, et avec du De Funès qui a cartonné effectivement à chaque fois. Claudine est en ligne. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors vous êtes au point sur les... Oui, et vous allez bien? Très bien, impeccable, avec un beau soleil, on en profite encore. Bon, vous allez aller au restaurant, vous allez profiter du déconfinement? Non, restaurant, le déconfinement, on en a profité, plus ou moins, mais non, restaurant, pas par... plutôt par manque de moyens que par manque de goût, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. C'est la vraie question qui va se poser, effectivement, et que se pose un grand nombre de restaurateurs qui sont très inquiets de la baisse du pouvoir d'achat, des gens qui vont se retrouver au chômage et qui n'iront pas au restaurant. Alors, qu'est-ce que vous... J'ai bien peur qu'effectivement ça soit le cas, malheureusement pour eux, parce que c'est une profession qui travaille beaucoup et c'est vrai que c'est très 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 pénalisant, C'est vrai que les chaînes de télévision font tout un foin du retour des terrasses, et il y a beaucoup de gens qui vont pas au restaurant, qui n'y vont jamais, donc évidemment. Mais c'est vrai que c'est aussi le cœur de la France, les petits bistrots. C'est notre image. Les terrasses, l'été, il fait beau, mais la convivialité. Alors, vous avez regardé quoi, Claudine, vous, hier? J'ai regardé Red, parce que moi, j'aime beaucoup Bruce. Je le suis depuis... Vous l'appelez Bruce, vous, carrément? Oui, je l'appelais Bruce. Mais je le suis depuis Clair de Lune. Alors, ça fait déjà un petit moment. Et j'aime beaucoup ses rôles avec de l'humour et tout. Alors, c'est un côté très humour américain, bien évidemment, mais c'est un blockbuster. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Vous aimez bien, ça vous a diverti et ça vous a fait... Ça vous a fait du bien. Oui, il y a un côté sarcastique en plus, dans les pièges, j'ai les diards, tout ça. Je suis assez une inconditionnelle. Vous êtes fan. Une vraie fan. Écoutez, je suis fan. Merci beaucoup Claudine de nous avoir appelés. On va tout de suite passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Eh bien Valérie, vous en parliez avec notre auditrice à minuit, que ce soit à Toulouse, Marseille ou bien Paris, les terrasses et les restaurants, les terrasses que pour Paris, se sont ouvertes. Alors façon nouvelle en Valérie, vous allez entendre avec le décompte avant la première bière ou le premier café. Il est 59, on va bientôt faire le décompte. On est avec le directeur de cet établissement. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors après le décompte, je ne suis pas sûre qu'il soit encore minuit d'ailleurs, ils sont un peu en avance. Voilà, la joie qui éclate ici sur cette terrasse de café parisien, évidemment après plus de 80 jours d'attente, 80 jours sans avoir pu boire ce fameux café en terrasse le matin, ce fameux verre à l'apéro du soir. Après de longues semaines de confinement, évidemment, c'est le soulagement. Voilà, les terrasses se sont ouvertes. Ça vous êtes mort de rire, Laurent. Oui, parce qu'à minuit, ils ont pris et l'apéro et le petit-déj, je pense. Ils avaient soif de terrasse, et tout dans simplement. Plein d'endroits, il y a eu un décompte et les terrasses ont été ouvertes. J'entendais hier le professeur Hirsch, qui est professeur d'éthique à la PHP, qui disait il ne faut pas oublier quand même d'être vigilant. C'est pas une libération totale. Et ça, j'ai un peu peur que ce déconfinement, l'ouverture des terrasses, la com, bien sûr. Regardez les scientifiques qui témoignent à chaque fois, ils disent précaution, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir tout ouvrir, tout déconfiner, etc. Forcément, on a peur de donner un peu de liberté et finalement d'en octroyer un peu trop. Mais il faut avoir confiance. Oui, il faut aussi vivre, c'est ce qu'on dit. Pardon, Gilles. Non, au contraire. Bible en main, Donald Trump, au lieu d'apaiser la situation aux États-Unis, qui s'embrase suite à l'affaire Floyd, a menacé cette nuit d'utiliser des armes. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai rapidement le problème à leur place. Face à toute difficulté, nous prendrons le contrôle. Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles. Et de son côté, le frère de George Floyd, lui, préconisait d'être pacifique et d'utiliser une autre forme d'arme, le bulletin de vote. Ma famille est une famille pacifique. Ma famille croit en Dieu. Oui, nous sommes bouleversés. Mais nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Ils ne vont pas bouger. Donc faisons ça autrement. Arrêtez de penser que nos voix ne comptent pas. Et allez voter. Ne votez pas seulement pour le président, mais aussi pour les primaires. Votez pour toutes les élections. Oui. C'est un truc de dingue quand même, parce que déjà le confinement avait quand même poussé son paroxysme tous les acteurs racistes aux États-Unis, les témoignages se multipliaient, et là on a les paroles d'un président qui sont quand même, certes ce ne sont que des paroles, mais c'est très très dur, on n'a jamais entendu ce langage depuis des dizaines d'années. Alors est-ce qu'il y a l'Amérique des villes et l'Amérique des champs? Oui, certainement, mais ils ont déjà voté, et ils ont déjà apporté leur soutien à leur président qu'ils ont choisi. Qu'est-ce que ça donnera? À l'époque, ils ne s'étaient pas tous déplacés. C'est ça. Les jeunes ne s'étaient pas déplacés. Et pourtant, il y avait une mobilisation. Il y a eu une mobilisation, mais c'est vrai que les Afro-Américains votent assez peu en général. Donc, est-ce qu'il y aura une mobilisation? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'ils se retrouvent 60 ans en arrière? Je ne sais pas. Eh bien, je vais vous faire entendre une autre voix dissonante parmi ceux que ce crime révolte. Celle d'Éric Zemmour, qui hier soir sur CNews prenait la défense du policier d'une certaine manière. Il a été quand même contré par Christine Kelly, qui présente l'émission. D'abord, dire qui est ce George Floyd, parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à main armée. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc, vous voyez, c'est pas un type comme ça qui se balade dans la rue innocemment. Le policier non plus, si vous permettez. Le policier, il était en prison. Non, mais 19 ans, il faut donner les deux. 19 ans de carrière et 18 plaintes contre lui, 2 lettres de réprimande et 18 relax. Très bien. Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on est cocaïné qu'on mérite la mort entre nous. Valérie, on est sauvé. Laurent Bignolas, on est sauvé. Afida Turner a annoncé sa candidature à la présidence de la République française. Alors attention, ce n'est pas une blague. Vous savez à qui vous avez affaire, je ne blague jamais. On a 300 000 tweets et 300 000 likes. Et même si je ne deviens pas présidente, j'aimerais apporter mon soutien aux gens dans la rue, aux gilets jaunes. Justement, Afida, vous pensez que vous pouvez peser sur la prochaine élection en 2022 ? Vous savez, mon prix est incommensurable, Cyril Hanouna, et vous le savez. Oui, mais alors... Ma volonté est incroyable. J'aimerais aider le peuple français, surtout les gilets jaunes. Comment on laisse une économie française
détruite quand finalement on peut juste leur donner une augmentation à ces ouvriers, à ces gens. Dit-elle depuis les États-Unis. Oui, enfin moi je trouve que les médias lui font une place. Enfin les médias, on n'en parle pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin les réseaux sociaux. C'est qui, enfin sans rire. C'est Afida. Oui. Enfin Valérie. Allez-y. En tout cas, moi j'ai hâte de voir Afida Turner en maillot de bain dans les mairies si jamais elle est élue présidente. Ah, ça y est. Ça aurait de la gueule quand même. Là, oui. Dans les mairies en photo. Vous la connaissiez, vous savez, oui. Découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai failli employer un mot un peu péjoratif, non, beaucoup de respect pour tous les gens qui se révoltent, qui ont envie d'agir. C'est pas d'aujourd'hui que dans la politique, on dit relevez vos manches si vous n'êtes pas content du personnel politique d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a des tests qui seront importants très prochainement, compte tenu de cette situation inédite. Je parle de la situation sanitaire, mais un an après aussi les gilets jaunes, quand même. Et c'est pas 3 personnes, les gilets jaunes non plus. Ouais. Dans Quotidien, coup de gueule de François de Closet. Pour lui, il y a les vieux d'hier et les vieux d'aujourd'hui qui sont un peu trop insouciants. Moi, je suis un enfant de la guerre. Bon, j'ai traversé la guerre, hein. J'ai pas fait la résistance, tout ça, mais enfin, j'ai connu la guerre, j'ai connu les destructions, j'ai connu la reconstruction. Tandis que cette génération qui a eu à peu près 20 ans en 68, mais elle n'a rien connu, aucune difficulté, il n'y avait même pas de chômage. Et pendant qu'elle vivait cette période la plus heureuse de l'histoire de France, elle accumulait les dettes, parce qu'elle voulait pas faire d'efforts, et puis on passait tout ça aux enfants. Ça vous paraît pas très choquant ? C'est vrai que François a traversé la guerre à pied et que la génération d'aujourd'hui traverse une période de paix et de prospérité, mais avec un bolide, quoi, et en infraction régulièrement. On va sans doute trop vite, c'est vrai. Absolument. Il y avait un petit sujet qui était assez marrant d'ailleurs sur François de Closet à ses débuts, et on le voyait dans évoluer. Oui, c'est assez bien fait dans le Quotidien. Et pour finir, eh bien, avec les candidatures de Bigard, d'Afida Turner et autres qui vont pas tarder à arriver, on se souvient donc celle de Coluche qui, pour le coup, avait de vrais arguments. Et déjà, il mettait en cause les médias. C'était dans Quotidien, il y a 2-3 jours. Et Giscard, quand il n'est pas là, il nous manque. Faut dire que quand il est là, il nous manque aussi. De toute façon, c'est une plaisanterie, puisque je me présente au premier tour. Mais vous allez t'entraîner obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie. C'est grâce à vous que c'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier, et que vous ne m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et déjà les journaux et les journalistes mis en cause déjà à l'époque. C'est vrai. Ouais, mais lui c'était en fait sans doute le père fondateur des Gilets jaunes. Hein, en fait, Coluche, de la même façon qu'on avait Dumont à l'époque aussi sur l'écologie, et dont les propos sont encore d'actualité. Complètement. Retour Laurent Bignolas sans transition à Télématin. Donc après une période de confinement assez longue, comme pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de confinement ? Alors j'étais un peu effectivement sur la région parisienne où je faisais pas grand-chose, mais j'ai eu la chance d'être confiné au moment où j'étais en famille à la campagne. Donc j'ai eu pas mal de choses. Regardez, bon, vous avez la télé, j'ai des mains, il y a de l'acide chlorhydrique, des tas de produits. Oui, vous avez des mains de travailleurs. La tronçonneuse. Voilà. Donc non, j'ai pas perdu mon temps. J'ai surveillé forcément l'actualité. Puis je me suis stressé un peu. Au début, j'ai culpabilisé. Hein, vous savez quand même d'être absent 2 fois confiné. Après, paf, on arrête l'émission. On se dit comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. On se sent un peu responsable, et puis par rapport à tous ceux qui sont obligés de travailler dans des conditions totalement inconnues, nouvelles, et parfois en difficulté d'ailleurs. Bon, voilà, maintenant, après, j'ai été un peu stressé parce qu'on a essayé de repartir au plus vite. Toute l'équipe, très discrètement, avec beaucoup d'humilité, a essayé de mettre en place les choses pour qu'on puisse redémarrer le plus tôt possible. Mais bon, voilà, on voulait pas prendre le risque d'être obligé de s'arrêter à nouveau. De s'arrêter à nouveau. Alors ça ressemble à quoi le redémarrage Juste avant, vous avez eu peur de ne pas revenir et qu'ils gardent France Info parce que France Info fonctionne bien. Parce que oui, il y a eu effectivement France Info qui était diffusée sur France 2 le matin. Oui, alors il faut savoir déjà que quand j'étais à France Info, on avait lancé le 6h Info pour précéder Télématin avec William, effectivement pour faire une offre d'information de 6h à 6h30 le matin. Et il était naturel que, pardonnez-moi, je tousse dans le coude. C'est un bobtail dans la gorge. J'ai un bobtail dans la gorge. On va vous reconfiner, attention. Et il était évident et naturel finalement que dans une maison où on prône la mutualisation des moyens, on fasse de la mutualisation d'antennes aussi. Il se trouve que la matinale de France Info répondait forcément aux besoins d'information, comme sur les chaînes info, mais avec le plus, cette ressemblance avec Télématin, avec ses modules, etc. Donc en injectant, parce que pendant cette période-là, les équipes ont travaillé, il y a eu quand même environ 200 modules
propres à Télématin qui ont été injectés dans cette matinale commune. Ah d'accord. Oui. Ce qui fait qu'on pouvait garder un petit aspect Télématin. Mais après, si vous demandez autorisation au CSA, qu'elle est accordée, et que après vous revenez, et bien maintenant finalement j'ai 3 malades de plus, je peux pas redémarrer, ou on est obligé de s'arrêter à nouveau. Bon on va arrêter la plaisanterie quoi. Donc on pouvait pas jouer sur ce tableau. Donc il fallait vraiment être sûr et certain qu'on pouvait redémarrer dans certaines conditions qu'on a pu étudier pour préparer un retour progressif aussi de l'équipe, parce que c'est ce qui fait l'antenne. Pour reprendre la question de Gilles, il y a un moment où est-ce que vous vous êtes dit peut-être que la chaîne va décider de garder cette formule-là? Non. Je disais à la présidente, j'ai jamais été inquiet parce qu'on tue pas la poule aux œufs d'or. C'est vrai que les audiences de Télématin fonctionnent très bien. Quand vous en avez 1 sur 4, 25% en moyenne qui viennent regarder ce programme, qui en font la première matinale de France, vous avez un rapport avec les annonces publicitaires, ça rapporte de l'argent. Bien sûr. Le retour à l'antenne, ça s'est fait comment? Alors, vous avez c'est quoi l'ambiance des studios? Ça a vraiment beaucoup changé. Regardez derrière vous quand vous descendez les escaliers. Il y a des entrées, des entrées, des sorties. Oui, exactement. Il y a des flèches. Alors, je suis pas un pro du fléchage et du sens giratoire, mais je me suis surpris à indiquer aux autres, non, à certains de mes collègues, non, tu ne rentres pas par là, tu repasses par ici, etc. Ça s'est passé dans une certaine excitation de vous étiez content de reprendre, de recommencer. Oui, parce que c'est une ambiance de travail technique. Et il y a moins de techniciens, il y a de facto, forcément. Oui, on avait été décimés dès qu'il y a eu un cas de Covid déclaré, testé positif, etc. On se rend compte qu'une personne qui vient travailler à Télématin, elle rencontre une cinquantaine d'autres. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites tourner la boutique? C'est compliqué. C'est très compliqué. Là, effectivement, il y a des plexiglas, des masques en régie. Il y a moins cette ambiance. Vous savez, on a besoin de communiquer, de lire. Regardez l'ami qui est derrière sa console son. On a besoin de se regarder. On sait d'un clin d'œil ce qui va se passer, enchaîner, etc. C'est exactement pareil. En studio, c'est pareil par rapport au cadreur. C'est pas une caméra qu'on regarde. Là, oui. Mais sinon, c'est une personne humaine avec un prénom. Et là, d'un seul coup, c'est plus compliqué. Il est grand, ce studio. Moi, je vais revenir quand même sur le panier de crabes qui était Télématin. Je suis désolé, c'est normal. Non, c'est l'époque des fruits de mer. Voilà, c'est vrai que vous avez hérité d'une équipe qui était qui avait sa politique rien qu'à elle et qui était un peu un sanctuaire dans une mini-république, dans la République. Comme beaucoup d'émissions pendant très longtemps à France Télé, avant que tout le soit... Moi, je trouve que vous avez eu du courage et que Delphine Ernotte en a eu aussi de casser ça, parce que c'est vrai qu'il travaillait à l'ancienne où il partait à 4 en tournage, alors qu'on part maintenant presque tout seul avec un JRI, qu'ils avaient des salaires différents. Comment vous avez vécu cette guerre de cette baronnie en fait et tout ce qui vous est tombé dessus? Oui, alors valait mieux que ça tombe sur moi, qui ai un peu d'expérience. Parce que vous avez été syndicaliste en plus. Oui, mais bien sûr, oui, je crois en la force de la démocratie. Et non, mais j'ai eu beaucoup de peine, effectivement, pour les atteintes, etc. Mais d'un autre côté, je comprenais très bien, sans l'admettre, que parce que malheureux, dans le malaise, etc., d'un changement, on s'en prenne, on veuille trouver quelqu'un d'un peu fragile, etc., pour toucher, pour piquer, parce qu'on est malheureux, parce qu'on perd. Et on perd forcément un peu la face dès l'instant où on vous supprime l'antenne après 15-20 ans. Surtout quand on le fait avec un certain talent aussi. Donc, moi, ce sont des gens que forcément j'aimais bien et je les ai vus vraiment être très malheureux, être durs et forcément du regard s'en prendre à moi parce que j'étais une sorte de symbole. Je passais par là, quoi. Mais c'est la manière dont ça a été fait. Nous, on avait reçu à l'époque. J'ai eu plein de gens qui sont passés. Mais c'est la manière dont ça a été fait, dont on leur a annoncé les choses, c'est la manière de faire. Personne n'est propriétaire de sa case et de son... La structure n'a pas été cassée. Elle a simplement été, on lui a simplement dit, écoutez, voilà, on s'est pas occupé de vous pendant des années, maintenant c'est un peu votre tour. Il y a des pratiques qui existent au niveau salarial, au niveau mode de travail, depuis 15-20 ans dans la maison, tout le monde s'y est mis, pardon, mais c'est à vous maintenant. C'est un peu ça. Alors après, c'est la façon dont ça s'est passé, parce que effectivement, c'était aussi une équipe qui travaillait... Une république. Oui, ce que vous voulez, mais c'était une communauté qui vivait un peu à part. Les gens ne partageaient pas énormément de temps, ça se passait tout en studio, dans les couloirs. C'est William qui tenait tout ça avec son administration, son équipe administrative, et quelques personnes au bureau et au téléphone.
des assistants qui calaient des tournages, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui devaient changer dans la méthode. Donc c'était des privilégiés par rapport aux autres. C'était des gens qui n'étaient pas dans les modes de travail d'aujourd'hui. Donc c'était des privilégiés. Oui, mais c'est des ruptures difficiles. Je ne sais pas s'ils sont des privilégiés, parce que regardez ce qu'il en est aujourd'hui, ces gens-là sont malheureux. Donc c'était pas, finalement, ce ne sont pas des privilégiés. Après, il n'y a pas eu une crise interne. Il n'y a pas eu une crise dans l'équipe. Il y a eu une crise entre certains membres de Télématin, les quelques qui sont partis, qui ont quitté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la direction, l'administration de France Télévisions. C'est tout. Mais ceux qui sont restés, avec lesquels on a discuté, etc., qui ont convenu que, bah oui, il fallait changer les choses, bah oui, on pouvait plus faire comme avant, parce que c'est pareil, il y a toujours, décidément, même à la télé, il y a un avant, un après, on pouvait plus vivre en noir et blanc. Bon, donc alors, on passe à la couleur, et les nouvelles règles sont celles-ci. Il y en a une énorme majorité qui l'a accepté. Il y en a d'autres qui, sachant qu'ils ne pouvaient pas s'habituer, sont partis, ont fait jouer aussi... Pardonnez-moi, mais l'âge, parce qu'ils avaient l'âge de toucher une retraite confortable. Ça vous a blessé ou pas, cet épisode-là? Non, je vous dis, ça m'a fait de la peine. Il y a des moments, c'était dur, c'était parce qu'on prenait plein la gueule. Hein, vous savez, il y a une presse qui se réjouit, comme bien celle sûr, qui... je ne sais pas comment la nommer, mais aujourd'hui, par exemple... C'était le bouc émissaire, quand même. Oui, mais regardez, aujourd'hui, il y a quelques journaux qui s'intéressent à ma vie privée et qui sont capables, depuis 10 jours, de sortir des informations, de me réinventer une vie. Je préfère en rire, mais ça pourrait être blessant. Donc, ça veut dire que vous êtes une star, moi non plus, j'ai pas vu ça. Non, mais vous allez trouver des trucs, rien de particulier, qui regardent les autres. Et là, ils ont avec des bouts de ficelle des informations, c'est un travail. Ça, c'est la manière de faire. Mais même pas stagiaire chez moi, quoi. C'est pas grave. Mais donc, ils se sont aussi saisis de tout ça. Donc, c'est les échos qu'on en a donnés qui ont à chaque fois été un petit peu durs, parce que c'était à répétition, quoi. C'est comme une mitrailleuse un peu folle. Reparlons de Télématin, de l'équipe qui est avec vous, parce qu'il y a des fidèles, Laura Tenouji qu'on connaît bien ici, Damien Thévenot, Karine Tessandier, absolument Philippe Collignon qui est toujours là, Olivia de Lamberterie, Isabelle Martinet, c'est Patrice Romden à la revue de presse. Voilà. Il y aura des nouveautés ou pas? Vous allez faire des changements, des aménagements, des nouvelles rubriques? J'en profite pour dire qu'elles existent. Et que ces nouvelles rubriques, et qu'il y a eu des changements juste avant que la crise n'explose dans les médias. Et en fait, les changements ont eu lieu parce qu'il y avait déjà une réorientation, ce qui est normal, on s'adapte à la société dont on est le relais, dont on est le média aussi. Donc, voilà, vous allez voir les technologies nouvelles, même dans la culture, on l'a séparé, on la traite autrement, on parle des changements de vie. Bref, on s'est adapté à cette société avec des nouveaux visages, des nouvelles chroniques. Là, on n'en a pas parlé à ce moment-là. Là, on n'en a pas parlé. Et là, oui, on s'est adapté à la situation dite d'actualité, de cette crise sanitaire et du confinement. Donc, on a déjà, on a su s'adapter. Alors, est-ce que ça sera momentané? Est-ce qu'on continuera? Vous savez, quand on fait vivre une petite communauté qui nous envoie des messages, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais on rêvait quand même de faire vivre un peu cette antenne avec ses amis, ses téléspectateurs. Ben là, tout naturellement, ils viennent, ils se servent de nous, ils font passer des messages, ils lancent, ils nous donnent des exemples de changements de vie, etc. On a changé, et pourtant on s'appelle toujours Télématin. On s'est adapté, tout simplement. Télématin, qui a une longévité incroyable, non? C'est une des émissions quand même emblématiques. Janvier 1985, madame. Vous parlez toujours avec William Lémergie? Vous échangez avec lui ou il est plus du tout dans le... Alors, il revoit beaucoup ses amis, ses anciens chroniqueurs. Mais moi non, mais il y a eu un passage de relais, je trouve exemplaire, très digne. Je veux dire, d'abord William avait décidé de partir, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit écoute, voilà, on m'a proposé, j'ai accepté, je peux te voir, on peut parler. On s'est vu 2-3 fois en 10 jours, hein. Même pas une semaine, parce que ça s'est passé très très rapidement, le relais avec le... Et de toute votre carrière, qu'est-ce qui vous a le plus rendu heureux? Vous allez me dire aujourd'hui, évidemment. Mais le fait est qu'il ne faut pas rêver quand on a changé cette formule, quand on l'a sortie du studio, puis après des murs de l'enceinte périphérique de Paris, et qu'on a pu partir et raconter des histoires au bout du monde. Je me disais, voilà, elle est là, ma vie, c'est de pouvoir raconter ce qui est inaccessible à tant de monde, et c'est le rôle de la télé. Alors aujourd'hui, les médias sont différents. On ne s'intéresse plus au monde de la même façon, avec les mêmes médias. Mais à cette époque-là, je dirais, il
était essentiel de parcourir le monde pour. J'en ai des frissons tellement c'était des bons moments. Plus belle rencontre que vous avez eu grâce à cette émission? Avec tout le monde, mes amis Touareg, que je plains en raison de la situation aujourd'hui qui est très difficile, mais je pense à eux tous. Non, au Vietnam, j'ai retrouvé une amie d'enfance de ma maman, qui était à l'école, et ma mère a 92 ans. Bisous, maman. Bonne fête 3 jours avant. 4. C'est sa fête Non, ça fête des mères. C'est sa fête des mères. Pardon. Bonne fête. Vous pensez, quand on dit fête des mères, c'est le deuxième tour des municipales. Absolument. Vous l'appeliez. Non, je m'en souviens, mais je pensais de fête, la Sainte. La Sainte, je ne sais pas comment elle s'appelle. Écoutez, on l'embrasse, votre maman. Merci Laurent Bignolas d'être venu ce matin sur Sud Radio. En studio, le retour en studio. Et puis, demain, on retourne chez nous. On retourne chez nous. On va parler télétravail dans un instant. À tout de suite.